pouvez maintenant retrouver toutes mes vidéos sur un InfoVF, un site fait par Fils de Pangolin. Sur ce site, vous avez les vidéos de la plupart des médias alternatifs. D'autres fonctions et chaînes viendront s'y ajouter avec le temps, mais vous pouvez rechercher et avoir accès à toutes nos vidéos, sans censure, et vous n'avez pas besoin de vous perdre dans les plateformes pour y avoir accès. N'oubliez pas de partager les contenus qui vous intéressent, et un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs dons, me permettent de continuer à traduire des vidéos. Bon visionnage à tous. Dr Goldberg, veuillez vous avancer. Nous nous réjouissons de votre témoignage en opposition de cette loi. Vous avez 5 minutes. Madame, s'il vous plaît, allez-y. Merci beaucoup aux membres du comité de m'avoir donné l'occasion de parler. Je suis Sharon Goldberg, je suis médecin interne. Je pratique la médecine depuis 21 ans et mon parcours est principalement universitaire en médecine interne, basé sur l'hôpital, la recherche clinique et l'éducation médicale. Je vais sauter plusieurs des choses que je voulais dire parce que je n'avais pas réalisé que je n'avais que 5 minutes. Le rayonnement sans fil a des effets biologiques. Ce n'est pas un sujet de débat lorsque vous regardez PubMed dans la littérature évaluée par les pairs. Ces effets sont observés dans toutes les formes de vie, plantes, animaux, insectes, microbes. Chez l'humain, nous avons des preuves claires de cancer maintenant. Il n'y a aucun doute. Nous avons les preuves de dégâts sur l'ADN, de cardiomyopathie, qui est le précurseur de l'insuffisance cardiaque, et d'effets neuropsychiatriques. Donc il n'y a pas de débat pour savoir si les effets biologiques de la 5G existent ou non. Il y en a clairement. La 5G est sujet à conversation à propos des dépenses de santé non viables. Pourquoi dis-je cela? Nous nous sommes assis sur les preuves des maladies chroniques relatives aux ondes électromagnétiques depuis des décennies. Et maintenant, nous voyons toutes ces épidémies apparaître. Alors, le diabète est la première épidémie. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent les statistiques. Elles sont très effrayantes. 3 enfants américains deviendront diabétiques au cours de leur vie, et si ce sont des femmes hispaniques, le nombre est d'1 sur 2. Alors, qu'est-ce que cela a à faire avec le rayonnement sans fil? Le rayonnement sans fil et d'autres champs électromagnétiques tels que les champs magnétiques et l'électricité sale ont été clairement associés avec une glycémie élevée et le diabète. C'est ce que la littérature évaluée par les pairs dit. Ce n'est pas une opinion. Plus vous vivez près d'une tour de téléphonie cellulaire, plus votre glycémie est élevée. Ceci est basé sur les mesures d'hémoglobine A1C. L'idée était que de rapprocher de petites cellules des habitations et des chambres à coucher est scientifiquement très dangereux. Et d'un point de vue économique, c'est dangereux. Et vous ne le savez peut-être pas, j'ai été choquée de découvrir cela. Mais la façon dont vous créez un modèle de diabète chez les rats dans un laboratoire et en les exposant à 2,4 GHz. Et ce n'est pas une exposition à long terme. Donc, je n'ai pas le temps de parler des coûts, mais le gros problème du diabète est une maladie rénale chronique. Au stade de la maladie rénale, la pire complication du diabète, cela conduit à l'hémodialyse. L'hémodialyse vous assure une prise en charge automatique de Medicare. Et si vous n'êtes pas admissible à Medicare, nous devons tout de même dialyser le patient. Et l'État finit par payer dans de nombreux différents cas. L'insuffisance rénale représente donc 1% de Medicare, mais elle occupe 7% de toutes les dépenses de Medicare. Je n'ai plus le temps d'en parler. Mais encore une fois, les autres épidémies qui sont clairement liées par la science avec le rayonnement électromagnétique sont relatives à la santé mentale. Et cela vient directement de PubMed. Ce n'est pas mon opinion, c'est de la science. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas médecins, qu'est-ce que PubMed? Je suis désolée, c'est juste que c'est notre bibliothèque nationale de médecine. C'est là que vous allez pour trouver la littérature scientifique vue par des pairs. Nous avons donc 3 épidémies qui sont clairement... Nous avons essentiellement une épidémie. Nous avons une détérioration de la santé mentale aux États-Unis. Et si vous regardez vraiment ce que la science montre, ces épidémies sont des épidémies de suicide, des fusillades et une épidémie d'opioïdes. Et je n'ai pas en 5 minutes le temps d'en parler. Cela fait partie de la littérature évaluée par les pairs. J'ai un dossier à soumettre pour les archives. Mais ce sont des faits, et ils viennent juste d'être passés sous silence par l'industrie du sans-fil. Et je n'ai vraiment pas le temps d'en parler en 5 minutes.
Mais nous devons examiner nos épidémies dans le contexte de nos expositions aux ondes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le CDC, qui suit les épidémies, a juste besoin de commencer à mesurer la quantité de rayonnement à laquelle les personnes sont exposées, et avant le déploiement de la 5G. Il existe 4 types de champs électromagnétiques que nous savons être nocifs pour la santé humaine. Donc les radiofréquences, les champs magnétiques, l'électricité sale et les champs électriques. Notre exposition, toute personne et tous les humains sont touchés par les ondes électromagnétiques. Notre exposition n'a rien à voir avec les recherches que mes collègues vont citer, avec le Programme national de toxicologie. Ceci est une évaluation du risque d'un téléphone cellulaire proche de vous. Quelle est notre exposition? En un jour. Ce n'est pas un téléphone portable. Ce sont des téléphones portables, plusieurs réseaux sans fil, des compteurs intelligents, des tours cellulaires. C'est une accumulation et tout s'additionne. Et c'est un sérieux problème de santé, de sécurité publique et sécurité personnelle. Et je sens qu'il est irresponsable de parler même d'objets connectés et de déployer une nouvelle technologie non testée, alors que nous ne mesurons même pas notre exposition au réseau actuel. J'apprécie votre témoignage. Pourriez-vous nous fournir à nouveau vos certifications que vous avez citées au début? Je suis médecin, je suis certifié en médecine interne. J'ai été professeur adjoint dans différentes écoles de médecine, principalement à New York, plus récemment à l'université de Miami. Et je me suis intéressé aux champs électromagnétiques après que mon administrateur de l'université de Miami m'ait donné un nouvel iPhone. Je l'ai utilisé pendant 20 minutes sur le haut-parleur et mon doigt brûlait à la fin de l'appel. C'était il y a des années. J'ai commencé à lire sur la science et à me connecter avec d'autres scientifiques. Et vraiment, mon expertise, j'ai pris soin de beaucoup de patients atteints de maladies chroniques. Alors, quand je parle de diabète, et par exemple l'insuffisance cardiaque, le Programme national de toxicologie montre des preuves claires de cardiomyopathie dans cette étude. En d'autres termes, c'est un précurseur de l'insuffisance cardiaque congestive. Et je veux juste lire une chose, si vous me le permettez. Cela vient du système de données rénales des États-Unis, les dépenses de santé publique pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Plus de la moitié des dépenses de Medicare en 2015 pour les bénéficiaires âgés de 65 ans et plus concernaient ceux qui avaient été diagnostiqués comme ayant un diabète sucré, une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque. Ces 3 conditions, lorsque vous regardez comme un scientifique indépendant et non comme quelqu'un qui est financé par les technologies sans fil, ces 3 conditions sont liées. Donc, le diabète et l'insuffisance cardiaque sont liés aux expositions aux ondes électromagnétiques. C'est très clair. Vous êtes donc un professionnel de santé qualifié. Nous n'en avons pas sur le panel. Que devons-nous considérer de l'American Cancer Society, par exemple, quand elle nous dit qu'il n'y a aucune preuve de la nocivité de ces produits? En ce moment, il y a un appel national et international pour la 5G. Je ne sais pas combien de milliers de personnes ont signé, mais le fait est que beaucoup de ces organisations ont des conflits d'intérêts. Et je ne peux pas leur parler. Je ne sais pas qui fait partie de leur conseil d'administration, qui a pris ces décisions. Mon témoignage vient de cette littérature que je lis depuis des années. Et je me suis vraiment intéressée parce que j'ai passé ma carrière à m'occuper de tant de patients malades à l'hôpital que lorsque j'ai découvert les liens, j'étais juste choquée et je ne pouvais pas le croire. J'ai lu ces articles moi-même et les experts qui ne travaillent pas pour les télécoms et qui sont dans la recherche indépendante, tout le monde arrive à la même conclusion. Nous ne sommes plus à un point où nous devrions en débattre. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec le tabac. C'est exactement la même chose. Et vraiment, en ce moment, les seules personnes qui protègent, les seules personnes capables de protéger les Américains sont nos législateurs. Car nous n'avons aucune directive réglementaire pertinente pour protéger la santé humaine. Les lignes directives de la FCC ont été élaborées pour les expositions à court terme, 6 minutes, 30 minutes, selon qu'il s'agit d'un téléphone ou d'une exposition à l'extérieur. Et ils n'ont absolument aucun lien avec les effets biologiques qui ont été très clairement résumés dans l'initiative Bio, qui est un énorme document généré.
Pour que vous le sachiez, tous les résumés sont là. J'ai tout ici pour vous, si quelqu'un veut le lire. J'ai des résumés très concis, documentant tout ce que je dis. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui roulent probablement des yeux. Mais vous savez, dans le monde médical universitaire, nous avons un nom pour ce qu'il se passe maintenant avec la 5G et ce qu'il s'est passé avec la communication sans fil. Vous savez que la 5G est une application non testée d'une technologie que nous savons nocive. Nous le savons de la science. Chez les universitaires, cela s'appelle recherche sur des sujets humains. La recherche sur des sujets humains est très étroitement réglementée. Vous ne pouvez pas simplement dérouler un certain type de projet de recherche sur les êtres humains, à moins que A. Vous n'ayez leur consentement éclairé, afin qu'ils comprennent les risques et les avantages, et B. Vous ayez l'approbation. Quelqu'un se doit d'examiner la littérature et dire « D'accord, ce projet de recherche, nous pensons qu'il est sûr. Il n'y a aucune preuve dans la science pour indiquer que ce ne serait pas sûr. » Nous avons des décennies de preuves pour montrer que ce n'est pas sûr. Merci, Dr. Goldberg. Merci. Très brièvement, qu'entendez-vous par conflit d'intérêts? Je veux dire que l'une des choses que j'ai enseignées à l'école de médecine, la médecine fondée sur des preuves, enseigne aux étudiants en médecine et aux internes comment évaluer la littérature scientifique. Et l'une des premières choses que vous enseignez aux internes est que vous devez toujours chercher le financement. Et vous pouvez lire à propos de ça. Marcia Engel, la rédactrice en chef du New England Journal, vient d'écrire un grand éditorial dans le New York Times sur les chercheurs financés par le secteur privé. Les résultats de leurs recherches sont beaucoup plus susceptibles de soutenir ceux qui les financent. Bonjour, juste une rapide question. Quelle est la quantité normale d'ondes électromagnétiques à laquelle un individu pourrait être exposé? Et si ces petites cellules sont installées, quelle est la prédiction de la quantité d'ondes que le corps humain recevra? Et ensuite, la deuxième question serait de savoir si nous savons que les ondes sont un problème. Devrions-nous limiter le niveau d'exposition d'une personne avec des problèmes cardiovasculaires dans les hôpitaux, s'ils font un scanner par exemple? Limitons-nous cela, parce que nous savons que les petites cellules seules ne sont pas le problème. Comme vous en avez parlé plus tôt, c'est l'accumulation. Alors, donnez-moi la quantité normale avec la prédiction de ce que le corps humain subira. Je suis très heureuse que vous posiez cette question, et la réponse est que personne ne mesure. Personne. Et c'est le problème. La façon dont j'y pense est dans une perspective de santé au travail. Je pense parce que les gens vont travailler, par exemple, votre exposition dépendra de l'endroit où vous le faites un jour donné. Donc, si un téléphone portable provoque un cancer, des preuves claires de cancer, des dégâts de l'ADN, des lésions cardiaques, que se passe-t-il si vous travaillez, dans un aéroport? Que se passe-t-il si vous travaillez dans un stade où il y a 100 000 personnes qui viennent regarder un match de football et tout le monde utilise son téléphone en même temps? Le problème est que nous avons une manière très empirique, claire et systématique de mesurer ces expositions. Et c'est une discipline appelée Building Biology. Et nous avons quelqu'un ici formé en Building Biology et je lui ai demandé d'apporter les compteurs. Et si quelqu'un après cette réunion est intéressé, je peux montrer à n'importe qui exactement comment nous mesurons. Mais c'est le problème, nous ne mesurons pas. Et il y a certaines situations pertinentes pour la sécurité publique où nous devons vraiment mesurer. Avec les pompiers, avec les pilotes de ligne. Parce que lorsque vous activez un rayonnement micro-ondes à l'intérieur d'un espace métallique fermé, vous obtenez une amplification, vous avez augmenté la densité de puissance. Alors, imaginez dans un avion, tout le monde est avec ses appareils. Chaque appareil émet des radiations et le point d'accès est généralement juste à côté du cockpit. Alors, quel est l'impact sur les pilotes, l'impact sur les pompiers? Nous avons déjà fait une requête à la FCC de Suzanne Foster à propos des pompiers incapables d'exercer leur métier. Cela date de 2013.
après une exposition à une tour de téléphonie cellulaire qui a été installée près de leur bâtiment. Et ils portent également des appareils de communication à double sens. Donc nous devons mesurer ces expositions. C'est le point de départ. Et ne pas aller de l'avant et déployer tout un tas de choses connectées avec de plus en plus d'appareils alors que nous ne mesurons même pas ce à quoi nous sommes exposés maintenant. Docteur, merci pour votre témoignage. Merci.